Voilà, bonjour à toutes et tous sur BXFM depuis les bureaux de Bessy, ici au numéro 500, tout au bout de l'avenue Louise. Je m'appelle Damien Doran et je suis ravi de vous accompagner pendant 1 heure. Pas tout seul d'ailleurs, mais en compagnie de 3 experts de la mobilité avec lesquels nous allons parler de mobilité. Et plus particulièrement de la mobilité professionnelle bruxelloise du futur, ses conséquences entre navetteurs, télétravailleurs, que nous sommes entre-temps tous devenus. Le tout dans un contexte de Covid, avec les yeux déjà rivés sur le post-Covid, l'après-Covid. Que restera-t-il de nos habitudes, lesquelles deviendront notre quotidien, à l'inverse d'autres que nous jetterons à la poubelle en même temps que nous allons jeter nos masques jetables. Bessy, chez qui nous sommes ici aujourd'hui, s'est déjà penché sur la question et quelques chiffres interpellent d'ailleurs. Près de la moitié des employeurs bruxellois confirment que les habitudes de déplacement de leurs employés ont déjà changé, que ce soit du domicile au travail ou bien à titre professionnel. Le basculement des moyens de locomotion s'est fait. À plus de la moitié, c'est des transports en commun, surtout vers le vélo, et probablement que les nouvelles pistes cyclables bruxelloises y sont pour quelque chose. On aura l'occasion d'en parler. Le télétravail et la digitalisation, bien évidemment, ça a contribué à changer les mentalités, les modes de transport. Toujours pour rester sur les chiffres, 70% des entreprises confirment que la mobilité du travail changera définitivement après le Covid. Et elles sont d'ailleurs prêtes, en grande majorité, à accompagner ce changement. Alors reste à voir vers quelles solutions irons-nous les plus adéquates. En effet, on a tous remarqué que 100% de télétravail, ça ne fonctionne pas. Ça montre directement des limites au niveau humain et même au niveau efficacité. Alors pour en parler pour en débattre, car tout le monde partage pas forcément le même point de vue sur toutes ces questions et surtout sur les solutions. J'ai le plaisir donc d'être accompagné aujourd'hui sur ce plateau par 3 experts dans des domaines différents mais complémentaires de la mobilité. Et avec eux, nous allons pendant une petite heure explorer les ingrédients d'une mobilité professionnelle bruxelloise réussie entre nouvelles pratiques, nouvelles politiques, nouvelles habitudes, nouvelles infrastructures ou encore nouvelles techniques de la mobilité. Parmi ces invités, tout d'abord Sabrina Parent. Vous êtes vice-présidente de l'Association des journalistes automobiles de Belgique. Vous êtes très active dans plusieurs associations visant la promotion de la place de la femme dans l'automobile, notamment, mais pas que, Women's World Cars of the Year, Ladies Drive. Vous êtes journaliste, experte du secteur automobile, consultante en mobilité. Bonjour Sabrina. Bonjour Damien. À ma droite, Geert Bovolt, chercheur à la VUB, la partie Mobi, expert en matière de mobilité durable. Vous aidez diverses organisations dans la prise de décision pour une mobilité durable. Bonjour Geert en hartelijk welkom. Bonjour, merci. Et last but not least, Mathieu de Lopem, précédemment General Manager de la plateforme Deliveroo. Vous êtes entre-temps cofondateur et CEO de Skipper, une des startups que regroupe le Labox. Vous nous expliquerez d'ailleurs de quoi il s'agit. Et Skipper s'attelle principalement à accompagner les entreprises dans leur transition de mobilité. Alors maintenant que le plateau est planté, et bonjour. Bonjour Damien. Bonjour. Donc, ben voilà, nous sommes ici pour parler de mobilité du futur et on remarque, Sabrina, que dans les différents projets, les plans de mobilité, on a souvent l'impression que la voiture est oubliée, est écartée, elle a mal aimé. On la voit plus pour un souci comme source d'immobilité que de mobilité. Et pourtant, statistiquement, elle est un élément central, y compris ici à Bruxelles, et historiquement d'ailleurs, la mobilité bruxelloise des 30 glorieuses dès l'après-guerre s'est développée autour de la mobilité. Les tunnels, toute une série d'infrastructures ont été faites pour la mobilité. Vous, Sabrina, qui suivez de près, comme journaliste automobile, l'évolution de la voiture, comment jugez-vous cette évolution, surtout de l'image de la voiture aujourd'hui ? Alors, ce qui est un peu dommage aujourd'hui, c'est que la voiture est souvent pointée du doigt et que je trouve personnellement que de stigmatiser l'automobile, de stigmatiser, de pointer du doigt l'automobiliste n'amène rien de très constructif au débat et que ce sont surtout les enjeux, les problématiques liées à la mobilité qui devraient avoir le rôle central. Culpabiliser, punir, interdire, agir rapidement et non de façon globale, pour moi, c'est vraiment du court terme et c'est donc peu efficient. Alors il y a une prise de conscience et une responsabilisation par rapport à la voiture. Celle-ci n'est pas
la solution de mobilité, comme le vélo n'est pas la solution de mobilité, ni le tram. Chacun dans son aspect unique n'est pas une solution. Et donc, il ne faut pas, pour moi, penser en mode ou, mais bien en mode et. Et on voit qu'aujourd'hui, le mot est une des solutions qui s'impose, c'est le multimodal. Donc, on est vraiment dans du et. Mais il faut avouer qu'aujourd'hui, si on reprend des chiffres, comme vous le disiez, statistiquement, 80% des kilomètres qui sont parcourus le sont toujours au moyen d'une voiture. Et si on prend les trajets qui sont réalisés entre le domicile et le travail, 2/3 de ceux-ci sont toujours faits au moyen d'un véhicule. Alors, est-ce que ça veut dire qu'on doit continuer comme cela ? Non, moi je dirais que non. Nous sommes à un moment de rupture, on est dans une mobilité qui nous oblige à être disruptif. En même temps, quel autre secteur que celui de l'automobile est le plus à même à évoluer rapidement ? Il nous a montré que les mutations sont vraiment historiques et nombreuses. Je vous invite d'ailleurs à aller voir le musée AutoWorld pour retracer toute la belle histoire de l'automobile. Et les défis sont vraiment de taille. Et c'est vrai que la société, elle attend toujours un peu le secteur automobile au tournant. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qui nous est demandé ? On veut du zéro mort. Donc c'est vraiment l'aspect de la sécurité qui est pointé. On veut un respect de l'environnement, c'est le zéro pollution. Et on aimerait beaucoup qu'il y ait une fluidité dans le trafic. Donc je dirais le zéro embouteillage. Par rapport à ces trois constats-là, je dirais que ce n'est pas juste un défi technologique, mais bien une rupture avec tout. En fait, tout l'écosystème qui est lié à la voiture. Et on n'est pas dans une phase d'amélioration, mais on est vraiment dans un moment d'innovation. Les réponses ne se trouvent donc pas seulement dans le secteur automobile. Donc c'est pour ça qu'il ne faut plus pointer uniquement à la voiture, parce qu'il faut en quelque sorte inventer un nouveau monde et avancer également donc dans ce cadre-là pour tout ce qui est légal, social, juridique. On remarque une chose, c'est que la mondialisation est remise en question par les consommateurs et nous sommes tous d'accord pour dire qu'il faut améliorer le système, mais agissons pour une mondialisation alors de l'éthique et de la responsabilité morale face à l'environnement. Et cela, pour moi, c'est vraiment un enjeu politique avant tout. Ok. La politique, on aura l'occasion d'en reparler parce qu'effectivement, il y a la voiture elle-même et vous dites, sur tous les plans, que ce soit au niveau mortalité, pollution, bouchons, entre les systèmes embarqués pour éviter les bouchons, entre les véhicules, après même si c'est pas forcément le débat aujourd'hui, on va décaler le problème de la production d'électricité. Force est de constater que les émissions de CO2 ne font que diminuer, que l'accidentalité ne fait que diminuer. Et pourtant, dans les plans de mobilité, on a l'impression que sa place est de plus en plus restreinte. Quand on regarde l'évolution des infrastructures, je me tourne peut-être vers vous, Geert. Quand on pense aux infrastructures, eh bien, d'une part, on voit une diminution du nombre de bandes de roulage, une diminution de la vitesse autorisée. Qu'en est-il des zones de park and ride ? Parce que là aussi, c'est une innovation d'infrastructure pour les voitures, dont le but, c'est quoi ? C'est simplement que ça ne s'adresse forcément pas aux Bruxellois, mais aux nafteurs. L'idée de laisser son véhicule pour faire autre chose. Est-ce que, selon vous, Geert, ça apporte, ce type d'innovation est positif au niveau mobilité ou pas ? Premièrement, je pense qu'un park and ride ou deux à Bruxelles, ce n'est pas une si mauvaise idée parce qu'il n'y en a quasiment pas. Et ça peut combler un certain besoin de gens qui viennent dehors de Bruxelles pour accéder dans des zones piétonnières qui ne sont pas accessibles en voiture. Mais en même temps, on voit souvent que les P+R sont proposés un peu comme une solution miracle pour résoudre le problème mobilité bruxelloise. Et je pense que ce n'est pas du tout une solution miracle, dans le sens que, en fait, c'est très difficile de faire bien fonctionner les zones P+R. On a vu dans beaucoup d'exemples à l'étranger que très souvent, ces zones P+R ne sont pas utilisées de manière comme ils sont conçus. Souvent, c'est trop cher, ça veut dire que ce n'est pas attirant pour le nafteur ou pour d'autres gens qui visitent Bruxelles, ou c'est trop bon marché et du coup, ça sera utilisé comme un parking, comme tous les autres parkings à Bruxelles,
ou même pour se garer son campervan pour 2 mois. En même temps, ces zones park and ride sont d'office bien accessibles autour des gares. Et en fait, c'est exactement là où il faudrait densifier, c'est-à-dire construire des bureaux parce que c'est là en fait où les gens doivent travailler ou habiter. Et on peut faire des parkings là-bas, mais c'est dommage de l'espace qui est très valable sur cet endroit-là. Ok. Concrètement, est-ce qu'on a des exemples de park and ride qui sont efficaces autour de Bruxelles? Et si pas, est-ce qu'on a d'autres exemples dans d'autres villes? Parce qu'on voit quand même, c'est quand même une tendance de pousser des gens, non pas forcément à lâcher le volant, mais à éviter l'autosolisme, en tout cas d'aller jusqu'à un certain point, de laisser leur véhicule. Si on prend la mobilité autour de Paris, par exemple, le Forum métropolitain du Grand Paris, c'est ça, hein, c'est amener les gens à ce qu'une fois qu'ils lâchent leur voiture, de là, ils partent avec des shuttles autonomes ou limite presque des tapis volants pour aller alors jusqu'au train et que tout ça se fasse de la manière la plus facile. Enfin, bref, est-ce qu'on a des exemples de ce type de zone qui fonctionnent? Il y a un exemple qui me revient dans la tête, c'est par exemple à Amsterdam, où il y a un ou deux qui fonctionnent assez bien, mais c'est aussi dans la zone centrale d'Amsterdam, on paye 10-15 euros de l'heure pour pouvoir garer sa voiture. Donc ça devient une bonne option de garer sa voiture en périphérie. Mais à Bruxelles, c'est encore trop facile, en fait, de pénétrer dans la ville et se garer là-dedans. C'est trop difficile de faire ce changement de modalité. Ok. Ouais. Alors, pourquoi est-ce que j'ai pris cet exemple de park and ride? Parce que quand on regarde dans les grandes mesures de la ministre bruxelloise de la mobilité, c'est le seul sujet vraiment où la voiture était centrale. Dans les autres projets, c'est plutôt la mobilité douce. Et là, au niveau infrastructure, on a l'impression qu'à l'inverse de la voiture dont la place est remise en question, suppression des bandes de circulation, du parking en voirie de moins en moins, limitation de la vitesse, des infrastructures à l'inverse, réservée à la mobilité douce, elle tente à s'intensifier. Et durant le premier confinement, d'ailleurs, plusieurs espaces piétons, sécurisation des piétons ont été créés. Et au niveau piste cyclable, c'était carrément, j'ai envie de dire carrément, mais je vous pose la question, 40 km de pistes cyclables qui ont été créés. Est-ce que, en tant qu'expert de la mobilité durable, mais aussi avec l'expérience de vos années passées en Hollande, on en parlait un peu avant l'émission, comment jugez-vous ces mesures? Ça va dans le bon sens? C'est suffisant? C'est pas assez? Premièrement, pour revenir à votre constat que la zone P plus R était un point fort de cette politique, en fait, je pense que ça a eu un tel succès politique parce que c'est très peu controversiel. En fait, ça plaît à tout le monde un petit peu parce qu'il n'y a pas de grandes offres à faire. Donc ça a été bien... c'est pour ça que ça a un peu une solution compromis. Et c'est ce qui est marrant à voir, en fait, parce qu'on voit donc que la piétonisation ou les bandes cyclables, que c'est assez controversiel. Mais par exemple, le métro, la construction du métro, est aussi une solution compromis. Parce qu'elle-même, elle est très 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 chère, mais il n'y a pas besoin de supprimation de bandes voitures. Donc c'est un projet qui est porté comme la gauche, comme la droite, alors que c'est très cher. Et on pourrait avoir un grand débat là-dessus, mais ce qui n'a pas vraiment eu lieu. Alors que sur la piste cyclable, c'est quelque chose qui a suscité beaucoup d'émotions parmi beaucoup de gens. Donc voilà. Mais pour revenir à votre question, je pense que c'est une bonne mesure, ces kilomètres piste cyclable. Moi, venant des Pays-Bas, je vois que plutôt qu'il y a en fait un énorme retard à Bruxelles. Un retard qui a encore à attraper. Donc, évidemment, il doit y avoir la place pour tout le monde, mais si quelqu'un qui a un peu peur, qui est pas très sûr de lui ou d'elle-même, à vélo, ne sont pas à l'aise pour faire vélo, je pense qu'il y a encore beaucoup de potentiel pour y investir. Ok. Encore beaucoup à faire. On le voit dans tous les cas, et Sabrina vous le disiez, hein, c'est pas le ou, c'est des mesures ensemble. Là également, l'infrastructure, qu'elle soit pour les véhicules ou qu'elle soit pour la mobilité douce, l'infrastructure, des projets d'infrastructure, de hardware ne suffisent pas. Il faut aussi de l'intelligence et du software. Je me tourne vers vous, Mathieu. Je dis intelligence et je me tourne vers vous. C'est merveilleux. Quelle introduction. C'est génial avec le tour de table.
que ce soit au profit des voitures ou des vélos. On sait que la création de nouvelles infrastructures ne suffit pas pour améliorer la mobilité. Il s'agit également de changer les usages. Et tous les spécialistes s'accordent sur le fait que la vraie mobilité viendra de la multimodalité. Sabrina a déjà utilisé le terme avant. En d'autres termes, le fait de ne pas utiliser un seul moyen de transport, mais de vraiment associer surtout le vélo, la voiture, les transports en commun dans un système vraiment interconnecté. C'est dans cet esprit-là d'ailleurs que vous avez créé Skipper, si je ne me trompe pas, qui a pour vocation d'aider en tout cas, pour l'instant, les entreprises, mais peut-être à terme pas que, en tout cas au niveau B2B, dans leur mobilité, notamment via la création et le développement d'une application qui permet justement de développer la fameuse multimodalité ou le MaaS en entreprise, du moins. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu davantage ? Alors, en effet, Skipper, donc avec Skipper, on a développé 3 outils, dont un est une application MaaS, donc qui est un terme assez galvaudé. Le MaaS, tout le monde croit que le MaaS est une application dans laquelle on peut éventuellement juste s'orienter. On a été très loin dans la chaîne de valeur du MaaS, dans le sens où notre application permet aux utilisateurs non seulement de planifier leur trajet en combinant différents moyens de transport, donc on parle même plus de multimodal, on parle d'intermodalité à ce moment-là, parce qu'on va combiner les différents moyens de transport, mais on va aussi leur permettre de réserver et payer directement dans l'application pour leurs différents besoins de transport. Donc on a vraiment essayé en fait de casser la complexité de la multimodalité en rassemblant tous les différents moyens de transport dans une application. Parce que ce qui a été dit jusqu'à présent, je suis tout à fait aligné. La voiture n'est pas un ennemi. La voiture est une des mailles qu'on ne remplacera pas d'un trajet. Entre 2 petites villes belges, il n'y a pas nécessairement une solution de transport en commun. Là où il y a des alternatives, c'est là où on doit arriver en fait à changer un comportement d'un individu. Donc on parle notamment des grandes villes, autour des grandes villes, des park and ride. C'est là qu'on a vraiment quelque chose à faire. C'est quand il y a des alternatives, comment est-ce qu'on va pouvoir être un déclencheur de changement, comment est-ce qu'on va pouvoir initier une transition de comportement de mobilité, sachant que le Belge est quand même assez accroché à sa voiture de base. Et c'est vraiment là qu'on doit amener, à notre sens, 2 choses qui sont extrêmement importantes quand on parle de transition, c'est du confort et de la confiance. Les personnes, en fait, pourquoi est-ce qu'une personne ne va pas laisser sa voiture chez elle ? C'est souvent parce qu'elle n'a pas la confiance de savoir comment elle va rentrer. Elle ne sait pas s'il fera beau, s'il va pleuvoir, si son train sera à temps, si le vélo qu'elle a pris pour arriver sera toujours là parce que c'est un vélo partagé. Donc il y a vraiment un élément de confiance à amener et c'est vraiment pour ça qu'on a créé cette application, pour pouvoir dire à l'utilisateur, d'ailleurs on appelle notre application une application copilote, ne t'inquiète pas, on est là, si jamais ton train a du retard, on pourra même te l'indiquer pour que tu puisses encore la voir en prenant vite une trottinette pour arriver jusqu'à la gare. Et en fait, en transmettant toutes ces informations de manière en direct pour donner l'information à l'utilisateur. Ça, c'est la confiance. Le confort, c'est aussi de pouvoir lui dire, en fonction de ton contexte particulier, on va trouver la bonne manière pour toi de bouger. Je prends toujours le même exemple de ma femme. Ma femme seule ou avec mes 2 enfants n'est pas la même personne en termes de mobilité. Chaque individu a différents contextes de mobilité en fonction de ses besoins du moment. Le fait de pouvoir dire, en fait, je suis venu en trottinette, mais j'ai fait des courses. Tout le monde sait que rouler en trottinette avec 2 sacs, c'est quasi impossible. J'ai besoin d'une autre manière de me mouvoir. Eh bien, avec Skipper, on va pouvoir amener ce changement de solution par rapport au contexte particulier. Donc, confort, confiance. Mais en tous les cas, le futur de la mobilité, d'après nous évidemment, surtout dans les villes où il y a des alternatives à l'autosolisme, passera par une combinaison des différentes sources de mobilité, parce que c'est la seule manière qu'on aura de pouvoir limiter l'infrastructure afin qu'elle permette en fait à tous les utilisateurs d'avoir un trajet aisé dans les villes, que ce soit les vélos, où il faut être lucide. Avant les 40 km de piste cyclable, si vous allez voir la piste cyclable qui descend vers Flagey, c'est des rues en pavés trouées. Je travaillais chez Deliveroo avant, donc je connaissais cette problématique. C'est un enfer. Bruxelles n'est pas du tout une ville qui est amicale pour les cyclistes, contrairement à Anvers, contrairement à Gand. Là, Bruxelles est en train de rattraper son retard. C'est pas en train d'être futuriste qu'on est en train de faire. C'est vraiment donner les moyens à tous les différents moyens de transport de se mouvoir dans une ville, sachant que cette ville a été très fort construite pour les voitures, vous l'aviez dit, et que maintenant il faut arriver à trouver le bon équilibre entre les personnes qui n'ont pas le choix de venir en voiture, et il y en a et on doit les respecter, et ceux qui ont accès à une alternative qui puisse du coup être plus économique, plus durable et plus rapide. Pour moi, c'est vraiment ça l'équipe. Tout est une question d'équilibre. Dans tous les cas, il ne faut pas aller vers un extrême. Ça ne mènera jamais à une solution. Et est-ce qu'au niveau des mentalités des entreprises que vous contactez, ou simplement au niveau de l'offre,
on a assez, est-ce qu'il n'y a pas des benchmarks, je pense qu'on en avait parlé ensemble, Helsinki, est-ce qu'il n'y a pas un seuil minimum à partir duquel les gens sont alors près de lâcher leur voiture, même si pour l'instant, parfois, ils la prennent pour faire 2-3 km, qu'il faut vraiment un certain niveau de pléthore de trottinettes de transport en commun, de taxis même. Oui. Alors, il y a deux questions. Donc, d'abord, au niveau de la question des entreprises. Que les entreprises veulent déclencher un changement, oui, vous l'avez dit, 70% des entreprises veulent revoir leur politique de mobilité. Le plus important, c'est que les entreprises auxquelles on parle se rendent compte qu'elles ont une responsabilité. Que le fait d'offrir une politique de mobilité axée uniquement sur la voiture de société n'est plus du tout au goût du jour. Que le contexte de leurs employés a changé avec Covid, dans le sens où il y aura toujours une partie home working qui va rester. Personne ne souhaite 100% de home working, mais 1, 2, 3 jours fait que l'employé va avoir besoin de flexibilité, n'a pas envie d'avoir une voiture qui reste 3 jours par semaine parquée en bas de chez elle, sur lequel elle paye un avantage en nature, ou même un abonnement de train qu'elle va utiliser que 30% du temps. Donc il y a vraiment, les entreprises réalisent qu'elles ont une responsabilité, parce que 80% de leurs émissions, surtout les entreprises de services, sont dues à la mobilité de leurs employés, et que le contexte des employés a changé. Donc oui, il y a une prise de conscience. Est-ce qu'elle est assez rapide ? Je pense qu'elle n'est jamais assez rapide. Maintenant, on voit que les choses changent, on voit qu'elles ont des objectifs César de réduction d'émissions de CO2, donc c'est hyper encourageant. Ça, c'est la première chose. La deuxième question était, est-ce qu'il y a assez de solutions à Bruxelles à l'heure actuelle pour être un déclencheur de changement ? Oui. Il y a clairement assez de solutions. Il y a des vélos partagés, des scooters partagés, des voitures partagées. Il y a du transport en commun. Et puis, il ne faut pas oublier aussi que le Bruxellois et le Belge est de plus en plus aussi à acheter un véhicule propre. On va d'ailleurs aussi inclure dans nos algorithmes. L'achat de vélos a explosé. Génial. L'achat de trottinettes personnelles, vous en avez une, Damien, a explosé. Génial. Donc, il y a véritablement suffisamment de solutions à tout moment du jour ou de la nuit pour se bouger à Bruxelles d'une manière confortable, rapide et économe. Ça, j'en suis convaincu. Maintenant, là où la Belgique n'a pas encore franchi le dernier pas, et c'est ça qui a eu lieu à Helsinki. Helsinki a mis en place, avec une société privée, un système d'abonnement. Un peu comme les abonnements de téléphonie mobile, où je prends un certain abonnement pour 30 € par mois. J'ai en fait de la trottinette à volonté, du transport public à volonté. Ou j'ai de la voiture partagée à volonté et du vélo. En fonction de mes besoins. Je vais pouvoir prendre un pack qui me convienne à mes besoins, et j'aurai cette notion de illimité, qui va me permettre de franchir ce cap mental de me dire « mais ça va me coûter cher ». Si tous les jours je prends une voiture partagée, ça va me coûter beaucoup plus cher qu'avoir ma voiture à moi, ce qui n'est en fait pas le cas. Mais ça va permettre aussi de pouvoir libérer le potentiel de la mobilité alternative. Et ça, c'est pas possible à l'heure actuelle en Belgique parce qu'on n'a pas de système qui permet de caper l'utilisation d'un utilisateur. C'est-à-dire, comme à Londres, où si je prends un ticket de transport de métro, un deuxième, un troisième, un quatrième, à partir d'un certain moment, je serai capé à un d'étiquette. Automatiquement, mon Oyster Card passera en d'étiquette, et si j'en prends 7, 8, 9, 10, en fait, j'aurai atteint un plafond de dépenses. En Belgique, on n'a pas du tout ça, ce qui fait que des plateformes comme la mienne ne peuvent pas l'offrir, parce que le risque qu'on prend, si on offrait un système à volonté et qu'on a des abus, ben, le risque financier est chez nous. Et donc ça, c'est quelque chose sur lequel on essaie de travailler aussi, c'est de permettre de faire des combos d'abonnements pour arriver à du à volonté de mobilité alternative, pour qu'à côté de la voiture, l'utilisateur ait des solutions qui lui conviennent, à son usage, au moment où il en a besoin, de la manière dont il a besoin. C'est ça la solution pour moi. Okay. Donc c'était beaucoup d'informations, pardon. Non, mais c'est très bien, parce qu'effectivement, vous avez fait référence au budget de mobilité, c'est ça. Hein, la voiture reste une voiture plus sobre, mais une voiture quand même. Ça reste encore un élément fondateur dans le budget de mobilité. Et les gens vont d'abord axer peut-être là-dessus, sur les alternatives. Si je peux axer sur le budget de mobilité, pour rejoindre ce que Sabrina disait, la voiture est très décriée et on décrit surtout les voitures de société. Et c'est vrai que donner quelque chose de fiscalement attractif qui pollue, à la base, ça paraît pas être très optimal. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que les voitures de société, ça représente 10% du parc voiture en Belgique et 20% d'utilisation, mais ce sont les voitures les plus récentes et donc les moins polluantes. Donc le budget mobilité qui est fantastique, qui permet aux entreprises de donner un budget à leurs employés en lieu et place d'une voiture, génial. Honnêtement, c'est une super avancée. Maintenant, c'est le tip of the iceberg. Il faut vraiment aller voir le reste. Les 80% de voitures sont des voitures qui ont un âge moyen beaucoup plus vieux que les voitures de fonction et qui, elles, sont beaucoup plus polluantes. Donc là où je trouve que le budget mobilité belge est une super nouveauté, et d'ailleurs en Europe c'est une nouveauté, maintenant il faut aller plus loin. Il faut voir le budget mobilité comme un budget mobilité pour tous, un peu comme des titres restaurants, des tickets restaurants qui sont des tickets mobilité, qui permettent à des employés, en fait, quand ils se bougent de manière durable, d'avoir une carotte fiscale pour le faire. C'est ça pour moi le futur, c'est de pouvoir donner une carotte qui permette de changer un comportement et pas uniquement les voitures de société, mais en fait surtout les autres voitures, celles qui sont beaucoup plus vétustes. Ok. Et pour à la possession d'une voiture tant
comme un particulier, où j'ai ma voiture de fonction, est-ce que, et je me retourne vers Sabrina, vous n'avez pas l'impression que on est en Belgique encore dans, je ne vais pas dire une exception culturelle, mais on est quand même fort accroché à son véhicule, puisque on vient d'en parler avec vous, Mathieu, il y a plein d'alternatives, mais force est de constater qu'au niveau des voitures partagées, on a davantage d'acteurs qui se sont retirés de Belgique, en tout cas de Bruxelles, pas analyser toutes les villes, mais lorsqu'on regarde, alors que c'était vraiment annoncé comme étant la révolution à l'époque de Cambio, donc il y a plus de 15 ans, on avait des acteurs qui devaient arriver, comme Car2Go qui n'est jamais venu, d'autres sont venus mais sont repartis, comme Cherno, Zencar, Zipcar et d'autres. Enfin, on n'est pas là pour les accuser ou même les citer. Enfin, on a toute une série qui sont partis, d'autres sont arrivés, hein, on en parlait ensemble, Poppy par exemple. Sabrina, est-ce que vous avez l'impression que c'est une question de mentalité finalement, quelles que soient les aides fiscales, quels que soient les incitants, et comme vous venez de le dire, de toute façon les voitures de fonction, c'est pas du tout la majorité en Belgique, est-ce que les Belges sont attachés à ce point à leur voiture ? Mais oui, c'est encore pour en revenir qu'il ne suffit pas de pointer du doigt que ce soit la voiture de société, la voiture de fonction, les voitures autopartagées. Là, on est dans une dimension, je veux dire, quasi psychologique. On touche à l'émotionnel parce que on aime avoir sa voiture, celle qu'on est allé choisir, celle sur laquelle on a mis son dévolu, qu'on a conçue avec un vendeur. Et donc, on a son espace, on sait très bien ce qu'on a et on aime cette sensation de confort. Comme Mathieu le disait, il y a ce phénomène de confiance. Donc tout ça, c'est toujours du psychologique aussi. Et donc on est toujours dans une dimension où on aime être propriétaire et pas locataire. Est-ce que ça va changer ? Est-ce que c'est un conflit de génération ? Pour l'avoir vécu avec notre adolescente, c'est vrai que nous on était plus, on aime bien posséder, et elle, non, je préfère louer, et comme ça, un jour j'en ai une rouge, un jour j'en ai une verte, une petite, une grande, et je m'en fous de l'avoir rien qu'à moi. Et je trouvais que ce mindset était vraiment très intéressant et complètement différent. C'est les générations Y, Z, et après les suivantes, je sais pas ce qu'on va donner comme lettre, mais c'est comme les plaques d'IMAT, hein, on refait une remise à zéro à chaque fois. Et ces générations-là sont ultra connectées et bien plus ouvertes que nous, je veux dire, au changement. Donc je crois que ce sera un bel appel du pied pour évoluer dans les modes de mobilité. Il y a aussi quand même j'en discutais avec une personne qui a vécu 15 ans à Tokyo et qui disait que les autopartagés, là-bas, il y avait vraiment aucun souci parce que le respect au Japon, c'est quelque chose de très très important. On respecte à la limite plus le bien des autres que le sien, chose qu'on n'a peut-être pas facilement chez nous. On a une manifestation, on voit des trottinettes qui volent un peu de partout, hein, on doit aller les récupérer dans le canal, dans le bois, c'est un peu la débâcle. Par rapport au système d'autopartage, je pense qu'on est vite allé sur des systèmes un peu copier-coller de certaines autres villes, alors que Bruxelles c'est une ville à part entière et elle a ses critères et sa façon de fonctionner qui est vraiment différente d'autres villes. Tout à l'heure, quand vous parliez de la Oyster Card, moi j'ai ma Oyster Card, je suis propriétaire de ma Oyster Card. Voilà. Et je l'aime beaucoup et c'est vrai que quand je vais à Londres, il me viendrait jamais à l'idée d'être en voiture. Je prends tous les transports en commun, je suis super multimodale, j'utilise tout ce que je peux, j'ai pas peur du tarif parce qu'effectivement à la fin de la journée, il y a un truc bien plus intelligent que moi qui aura calculé le meilleur tarif. Et donc je suis vraiment en confiance par rapport à ça. Et pendant que je me balade dans les rues, j'ai l'opportunité de regarder les belles Bentley qui passent, donc c'est super chouette. Mais bon, Cambio aujourd'hui est un des partenaires qui est toujours en place, qui a des facilités, je veux dire peut-être économiques différentes des autres sociétés, qui a opté pour un système de station fixe et pas le système smartphone où on prend le free locating. Le free floating. Voilà, le free floating. Donc ça, c'était peut-être la bonne démarche. Ils ont également des flottes de véhicules qui sont très différentes. Les différences de paiement aussi, puisqu'il ne faut pas simplement le smartphone et une carte de crédit. Mais là, par contre, on est sur un système de garantie aussi, d'abonnement, donc un autre budget, donc peut-être une autre clientèle, d'autres usagers qui font des trajets plus longs dans le temps, pour des trajets en dehors de Bruxelles, je veux dire même. Donc, le positionnement est différent. On a Poppy aujourd'hui, mais vous connaissez mieux que moi.
par rapport au système avec des services complémentaires à Cambio. Et ce qui est bien, je pense, et qu'on est vraiment ouvert et en attente de plein de nouveautés, c'est effectivement que sur une application, on retrouve la trottinette, le scooter électrique, la voiture, et puis on fait un bout de chemin à pied et on sait que c'est faisable dans un temps imparti et on est accompagné, on a un copilote. Et pour moi, ça, c'est vraiment une solution. Donc avec les plus jeunes générations, probablement, on va quand même petit à petit aller vers la dépossession. Mais en attendant, on voit que le Belge est quand même encore assez traditionnel, parce que le free floating était vraiment vu comme la révolution. C'était l'autopartage sans les désavantages de devoir réserver, de devoir prendre et amener au même endroit. Et on voit finalement que c'est ce modèle-là qui est resté le plus pérenne, pour l'instant en tout cas. Et c'est vrai, mais il y a aussi des changements de mentalité qui sont en train de s'opérer aussi. On parlait justement du statut. Pour les générations actuelles, encore la voiture représente encore un statut, mais on voit par exemple dans les entreprises de nouveau qu'elles sont en train de complètement revoir leur politique de mobilité en ne mettant plus 40 véhicules possibles avec des différentes options, etc. Ou dire voilà une Audi A6, ça doit être un manager. Non, en fait, on streamline tout, on facilite, on peut choisir entre 3 véhicules. Donc ces barrières de statut sont en train de tomber. Les jeunes passent de moins en moins leur permis de conduire aussi, comme vous le disiez, n'ont plus envie d'allouer de capital dans leur voiture. Ils se disent mais attends, pourquoi est-ce que je dois acheter une voiture quelques milliers d'euros alors que je peux l'allouer pour quelques euros et faire autre chose de mon argent à ce moment-là. Il y a vraiment une réflexion qui est différente, qui vient effectivement de ces générations smartphones où tout est accessible d'une touche de bouton et on sait qu'il y aura toujours une solution pas loin. Et ça pour moi c'est un véritable... Et d'ailleurs c'est pour ça que vous parliez de la box que d'E-Train, parce que d'E-Train est propriétaire de la Box, qui est l'incubateur de start-up dont provient Skipper. Donc c'est une société active dans l'automobile qui innove dans la mobilité. C'est partant de ce constat justement que le modèle de la voiture tel qu'on le connaît aujourd'hui évolue. Et qu'il faut pouvoir évoluer avec ces modèles. Et je crois que c'est une société, je ne sais pas si vous connaissez l'histoire du train, qui a évolué des roues de carrosse aux imports de voitures, qui a une histoire très passionnante, qui maintenant voit que il y a peut-être un prochain chapitre à écrire, et innove dans cette direction, ce que je trouve brillant de leur part. Et les changements de génération, parce que là ça se passe quand même sur plusieurs années, est-ce que la crise du Covid n'a pas été aussi un élément déclencheur en plus? En d'autres termes, les familles ou les couples parfois sans enfants qui avaient 2 voitures de fonction, c'est 2 voitures qui prenaient la poussière pendant des mois, puisque on s'est rendu compte que ce qui était un cadeau en Belgique, même s'il y a un ATN, finalement ça coûtait cher par kilomètre réellement parcouru. Moi je pense que Covid a été à très court terme sur la mobilité comme la nôtre évidemment compliqué parce qu'on prenait plutôt l'immobilité, ce qui est très bien au niveau émissions de CO. Maintenant la crise Covid va avoir pour moi 2 grandes conséquences au niveau de la mobilité. C'est d'abord un besoin accru de flexibilité dans sa mobilité, c'est plus avoir une même solution fixe mais avoir accès à une multitude d'options en fonction de son besoin particulier. Est-ce que je travaille de chez moi, est-ce que je travaille pas de chez moi, pourquoi payer un ATN quand j'ai pas besoin de la voiture vu qu'elle en va de chez moi. Ça c'est une première chose. Et deuxième chose, les entreprises réalisent aussi que maintenant qu'on est à l'arrêt, elles ont un choix. Soit elles ramènent leurs employés et on revient à l'ancienne normale, comme s'il n'y avait pas eu Covid pendant 2 ans. On efface et on repart avec les mêmes problèmes, des problématiques de parking pour les entreprises, qui sont toutes en rupture de parking, de gestion de flotte de véhicules, qui sont compliquées, etc. Soit elles se disent, maintenant tout le monde est à l'arrêt, donc s'il y a bien un moment pour changer, c'est maintenant, et quand les employés reviendront au bureau, il faut qu'on amène quelque chose de nouveau. Il faut qu'on amène du home working, de l'espace partagé, de la mobilité flexible, des places de parking uniques. La Commission européenne qui vient d'annoncer qu'elle allait réduire ces espaces grandement, c'est tous des signes qui disent que l'après-Covid sera très, très différent et la mobilité le sera tout autant. Oui. Alors là où il y a bien quelque chose un sujet pour lequel la Belgique ne fait pas exception, c'est justement la manière de travailler déjà avant de retourner au bureau de chez soi. Donc le fameux télétravail, difficile de faire une table ronde sans évoquer le sujet. Le télétravail qui très probablement restera un des éléments, un des changements d'attitude bien après la crise du Covid. Mais on sait également qu'il a ses limites sur base de vos connaissances, de vos expériences, de vos affinités tous. Autour de la table d'ailleurs, parce que c'est pas une question pour l'un ou l'autre. Quelle serait la meilleure solution, le meilleur mix de solutions dans une mobilité du travail efficace, durable et acceptable? Parmi tout ce qui est possible, le retour à avant, au monde d'avant, le 100% télétravail, le coworking, les hubs, d'autres solutions, et même après. Et je pense que par rapport à ça, vous avez un avis intéressant parce que différent de ce qu'on entend, là où on pense souvent
planter des projets de coworking parfois en dehors des villes. Est-ce que finalement, le meilleur espace, le meilleur endroit, c'est pas les bureaux de avant, parce que là, ils sont déjà dans la ville. Ils amènent déjà les gens avec des transports en commun vers la ville, avec tout le microcosme de la ville. Il y a des loisirs, il y a à boire et à manger, il y a du shopping ou autre chose. Quels sont vos avis sur la question ? Oui, premièrement, je pense, niveau environnemental, en fait, niveau climatique, si on pense dans cet esprit-là, le Covid a été génial. En tout cas, le téléworking l'été, pour l'instant, parce qu'on a vu des ciels clairs comme jamais avant. Donc, ça, premièrement, c'est une très bonne chose. Après, il y a encore certains dangers qu'à force de faire autant de téléworking, les gens se permettent à habiter plus loin dans la campagne, encore plus loin de leur ville. Et finalement, ils vont encore peut-être 2-3 fois par semaine au bureau à Bruxelles. Mais du coup, au final, les distances qu'ils vont parcourir, c'est encore pareil. Donc ça, c'est un certain problème. Mais évidemment, tous les déplacements qu'on peut éviter, c'est une bonne chose. Et évidemment, mobilité, il restera toujours en besoin de mobilité, mais en fait, la meilleure mobilité, c'est une mobilité qu'il n'y a pas. Donc, dans ce sens-là, je dirais même que chaque type de subside qu'il y a, donc même donc la voiture de société, mais même le budget de mobilité, quelque part, c'est un subside pour pouvoir se déplacer, alors qu'on pourrait dire pourquoi pas simplement donner cet argent aux gens et eux-mêmes peuvent choisir dans quel produit ils investissent ça. Donc, quelque part, de point de vue sociétal, des économistes disent que c'est mieux de ne pas subsidier la mobilité du tout. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Parce que tout à l'heure, Mathieu, vous disiez le budget mobilité, ça a plein d'avantages. Et ici, on en parlait un petit peu avant l'émission, c'est vrai que dans les aides, il y a parfois des sujets qui peuvent sembler contradictoires. À la fois, on soutient les véhicules propres, mais on soutient un véhicule. Et à la fois, on soutient les personnes qui prendraient l'initiative d'aller habiter tout près de leur boulot. Alors, je pense qu'à long terme, c'est tout à fait correct. Moi, ce que j'ai l'impression, c'est que deux choses. D'abord, pour le budget mobilité, le fait de mettre une carotte fait en sorte que les gens vont essayer. Ça va casser ce problème de je ne vais même pas essayer, je suis ancré dans mon habitude. Par contre, je rejoins Geert sur le long terme. Sur le long terme, si quelqu'un veut ne pas bouger et grâce à ça payer avec son budget un panier de fruits, une fontaine d'eau, comme ça il peut rester travailler de chez lui, ben effectivement, c'est beaucoup mieux. Le problème, c'est qu'en ne mettant pas ce budget à disposition à court terme, on n'arrive pas à changer les habitudes, on n'arrive pas à faire comprendre qu'il y a des alternatives, que prendre un train, c'est quelque chose de tout à fait naturel, qui marche très bien, et qu'être dans sa voiture, en fait, est une perte de temps. Alors, quand on vient justement, et pour rejoindre Geert, nous, quand on parle de mobilité verte chez Skipper, on essaie de suivre, en train d'expliquer qu'il y a un framework qui pour nous s'appelle Avoid, Shift, Improve. Le meilleur déplacement, c'est celui qui n'a pas lieu. Ça, c'est sûr et certain. Quelqu'un qui bouge pas produit 0 g de CO2. C'est parfait. Maintenant, de temps en temps, il faut bouger. Le téléworking, le homeworking, ça va pas être 100% du temps, on l'espère. Les employés vont revenir de temps en temps au travail. Là, on a le côté shift. Je vais peut-être prendre ma voiture, ou peut-être ma voiture juste sur une partie du trajet pour aller à une gare de train et puis entrer justement dans un réseau de mobilité alternative, sur un parking PR. Donc, je vais shifter ma manière de bouger. Et enfin, il y a une version Improve qui est de temps en temps, je n'ai pas le choix, ce sera ma voiture de A à B. Il n'y a pas d'alternative, il n'y a pas de parking qui me permet, il n'y a pas de trottinette, il n'y a pas de vélo parce que je vais entre deux petites villes. Là, ça va être comment est-ce que je vais pouvoir améliorer ma voiture pour qu'elle pollue moins. Et donc, il y a ce côté improve. On va pas rentrer dans le débat des voitures électriques versus non électriques parce que je crois que c'est un débat, on s'en sortira jamais. Sabrina a peut-être un avis. Moi, honnêtement, je ne prétends pas en avoir un parce que j'entends que c'est mieux, c'est moins bien, il n'y a rien de pire, etc. Donc, mais il faut réfléchir à comment est-ce que si je prends ma voiture, je limite mes émissions. Donc, il y a vraiment avoid, j'en produis pas. Shift, je change de manière de bouger. Et si je prends ma voiture, ben autant essayer de limiter. Ça, c'est pour nous le carcan qu'on emploie. Ok. Et au bout du compte, là, je passe un peu du coq à l'âne, mais quelles seront les conséquences aussi pour les pourvoyeurs d'espace ? Vous l'avez cité tout à l'heure, les institutions européennes, c'est quand même assez révélateur. Je ne sais pas s'ils sont le plus gros employeur de Bruxelles, enfin quand même quelques dizaines de milliers de personnes qui tous les jours... En tout cas dans le top 10 à mon avis. Voilà, très certainement. Et qui depuis un an n'ont plus mis un pied, donc assez logique. On lisait Papier Recueillère, que effectivement leur espace global qui était de 750 000
mètres carrés, waouh, ça en fait des stades de foot. Elle est passée à 500 000 mètres carrés. Si on extrapole ça à toutes les autres, ne serait-ce que les quelques grosses autres entreprises bruxelloises, et cela vaut probablement pour toutes les villes, est-ce que ça voudrait dire que la suppression de centaines de millions de mètres carrés de bureaux, et que du coup la physionomie même, la vocation même de Bruxelles, qui est en partie, et on en parlait avant hier, il y a même des endroits qui sont uniquement bureaux, si on prend le quartier nord par exemple, est-ce que ce scénario que les uns et les autres vous pensez plausible, et si oui, doit-on s'en réjouir ou pas? Est-ce que du coup Bruxelles va devenir un espace beaucoup plus agréable, où on vient pour le plaisir plutôt que pour venir travailler, et en même temps toutes ces entreprises qui quitteraient Bruxelles, est-ce qu'on doit s'en réjouir? Moi, je suis loin d'être un spécialiste, donc je crois que Geert est beaucoup plus spécialiste que moi. Moi, ça me fait un peu peur. Ça me fait un peu peur dans le sens où Bruxelles a de différent des autres capitales européennes le fait que les personnes, la richesse de Bruxelles, le fait est en dehors de la ville. Si on va voir où les gens vivent, en fait, là où à Paris, avoir un appartement dans le centre, c'est impayable. À Amsterdam, dans les grandes villes, c'est impayable. Bruxelles a en fait une physionomie complètement inverse. Au niveau de où les gens vivent. Donc si on vide le centre de Bruxelles de ses bureaux, j'ai très peur de ce qui pourrait remplacer les bureaux, et est-ce que Bruxelles va arriver à inverser la tendance, ce que je souhaite à Bruxelles parce que j'adore cette ville, mais ça me fait assez peur dans la physionomie on essaye de parler de Bruxelles comme Paris, de faire des zones de quartier, 15 minutes, tout accessible en 15 minutes avec des petites épiceries, trucs, ce serait fantastique. Mais est-ce que Bruxelles est capable d'être transformée en zone comme Paris est en train d'essayer de le faire avec Anne Hidalgo ou pas? J'ai pas la réponse, mais ça me fait peur, personnellement. Je crois également que par rapport au changement et que ce que le Covid a apporté dans notre façon de fonctionner différente, et qu'on a un avant et un après Covid, il y a un mot qui revient sans cesse dans tous les domaines, c'est flexibilité. On se rend compte qu'aujourd'hui, il faut vraiment de la flexibilité dans tout, que ce soit au niveau immobilier, que ce soit au niveau de RH. Les horaires de travail aujourd'hui, c'est de la flexibilité aussi, c'est des horaires coulissants, c'est travailler différemment, c'est parfois de chez soi, c'est parfois au bureau, c'est parfois en matinée, c'est parfois tard le soir. Quand j'ai commencé à bosser, je crois que si j'avais envoyé un mail à minuit, on m'aurait un peu traité de folle, mais voilà, aujourd'hui, il n'y a plus vraiment de normes, on est flexible, on est différent et on travaille au rythme de chacun. Et donc, on voit que tout est ouvert quelque part et qu'on est vraiment dans l'innovation. Et ce que je trouve un peu dommage, et là où on prend du retard et que je trouve que où sont les vrais freins, c'est dans les démarches fiscales qui restent, elles, très cloisonnées. On le voit par rapport aux véhicules de société. Aujourd'hui, le maître mot dans la fiscalité des voitures de société, c'est il faudra que ce soit tout électrique. Alors, comme Geert disait tout à l'heure, le Parkride est une belle solution, mais ce n'est pas la solution. La voiture électrique, comme demandait Mathieu tout à l'heure, mon avis, c'est que ce n'est pas la solution non plus, parce qu'en fait, la solution, c'est d'avoir le mode de transport, le type de véhicule et de déplacement qui convient par rapport à ses besoins. Donc, c'est pas une solution qui est donnée à titre générique pour tout le monde, mais c'est vraiment, je veux dire, du développement à la carte. Et au niveau fiscal, on est encore très loin parce qu'on est dans un pays qui est également très compliqué, avec des différences, que ce soit au nord, au sud, sur Bruxelles, des régimes de taxation très différents. Et donc, je ne vois pas comment on va pouvoir avancer avec ce système qui va toujours nous retenir. On voit les low emission zones sont différentes suivant les endroits en Belgique. La région wallonne veut également mettre des impositions par rapport aux dates de véhicules, aux normes euro, mais ça va encore être différent. Donc comment est-ce qu'on va faire à un moment donné pour avancer avec tout ça ? Et si je peux juste ajouter et aller dans votre sens, Sabrina, on parle beaucoup des voitures électriques, mais en parallèle, on voit qu'on ferme les centrales, qu'on va s'appuyer sur de l'éolien, mais est-ce qu'on aura assez de puissance avec l'éolien pour avoir de l'électricité il y a combien de voitures en Belgique ? On a 5 millions de voitures ? 5 millions et oui, ça diminue. Enfin, sur Bruxelles, Voilà, ça diminue un petit peu, mais si on a 5 millions de voitures à recharger tous les jours, moi j'ai très peur aussi que la cohérence entre la politique énergétique et la politique de mobilité crée et là, je peux le dire, je crois une catastrophe. Mais bon, ça, c'est encore un autre avis. Mais je voulais juste l'ajouter parce que pour moi, l'électrique, effectivement, ne veut pas être la solution unique parce qu'on est en train de se tirer une balle dans le pied de l'autre côté.
Exact. Ce sera probablement, ça méritera au moins 1 heure d'un prochain débat. Oui, on revient demain. Mais là, on est sur la thématique d'un produit qui est la voiture électrique et puis tout ce qui est du réseau. Et un réseau aujourd'hui n'est pas encore aménagé. On se rend bien compte qu'on touche à une problématique très importante. Si on reprend le cas d'Amsterdam et on disait qu'en Belgique, avec à Bruxelles, avec nos 40 km de pistes cyclables, on est vraiment très petit par rapport à Amsterdam. Si on prend les bornes de recharge, on est également très petit, puisqu'on était tout content fin de l'année dernière. Je crois que la ministre Elke van den Brandt fêtait haut et fier la 100e borne de recharge à Amsterdam. C'était, je pense, aux environs de 2009. Donc, on est loin. Je me souviens du lancement d'un projet de voiture partagée électrique, et c'était effectivement il y a plus de 10 ans d'ailleurs. Voilà. Électrique et partagée, donc ils avaient au moins de longueur d'avance. Je veux juste revenir, Mathieu, sur la comparaison que vous faisiez par rapport à Paris et la question que je posais juste avant, qui était quid de l'évolution de tous ces bureaux, si tout ça ferme, s'il y a des millions de mètres carrés. Vous disiez Bruxelles n'est pas Paris. Est-ce que on n'a pas quelques exemples? Parce que souvent on regarde un peu certaines pays ou certaines villes du Nord, comme Copenhague, je pense, pour pas le citer, comme étant un exemple d'une ville qui est devenue hyper agréable. Mais est-ce que c'est pas aussi un peu une arme à double tranchant? Oui, c'est sûr. Quelque part, on peut voir que Bruxelles est encore un peu une ville des années 60-70. On voit qu'il y a des zones monofonctionnelles. Et c'est là où travaillent la plupart des navigateurs, dans la zone européenne ou dans le quartier nord. Et effectivement, ça a un impact sur la ville au niveau fiscal, c'est très bien. Mais oui, tous les Bruxellois sont d'accord que ce n'est pas les zones les plus agréables pour y être. Et les Bruxellois eux-mêmes, ils ne seront pas un problème pour eux si toutes ces zones seront transformées dans des zones plus agréables. Donc on voit que les villes qui fonctionnent assez bien sont des villes où il y a une bonne mixité entre le travail et l'habitat, souvent question 50-50 à peu près, où il y a aussi moyen d'habiter proche de son travail et de ne pas faire un grand trajet comme navigateur. Mais évidemment, le problème, c'est aussi que si on rend une vie très agréable, ça devient aussi un peu une victime de son propre succès. Ce qui est arrivé à Amsterdam, ce qui est arrivé quelque part à Paris, intramuros, ou à Copenhague, Bruxelles est un peu une exception dans le sens que c'est encore bien abordable contexte international. Beaucoup de Belges ne sont pas du tout d'accord, mais si on compare avec n'importe quelle ville de même taille à l'étranger, Bruxelles est bien abordable. Et du coup, c'est un peu une question politique de quel type de ville on veut. Une ville où il fait bon vivre, avec du coup moins de voitures, moins d'infrastructures et moins de grandes zones bureaux, mais qui sont bourgeoises, pour dire ce mot, ou on le garde comme il est, en fait. Donc à ce moment-là, on a plutôt une ville style américain, je dirais presque, où le centre-ville est encore pas trop aisé et où les gens font des grands navets des banlieues très lointains. Et c'est donc une bonne question vers où on veut évoluer. Et de quel point de vue on se place, évidemment. Si on veut miser sur la qualité, mais la qualité, je comprends bien, un prix si on garde platement les choses, quoi. On devrait pouvoir se payer un Bruxelles agréable. Et ce qui est intéressant aussi, du coup, c'est que certaines organisations proposent de proposer, au lieu d'un budget mobilité, un certain budget habitat pour pouvoir payer son loyer proche de son travail. Mais avec cette proposition, on stimule encore plus la hausse des loyers ou hausse des prix de l'immobilier. Et du coup, on aura encore plus une ville comme Paris où on veut inverser la tendance, où du coup, les gens plus aisés se mettent en centre-ville. Ce qui est déjà le cas. Dans le cas du budget mobilité belge, on peut payer son loyer ou les intérêts de son emprunt avec son budget mobilité. C'est une manière de limiter justement les trajets, que les gens vivent plus proche de leur travail. Donc, je pense qu'il y a vraiment une contradiction qui est en train de se passer. Les gens vivent en dehors de Bruxelles, mais on les rapproche où doivent aller les sociétés. Les sociétés vont décroître leur métrage carré, donc il va y avoir des espaces de bureaux. Donc normalement, le prix, si on pense bêtement offre et demande, le prix va chuter. Techniquement, est-ce que ces bureaux peuvent être réaménagés en lieu de vie? Je ne sais pas, ça va prendre beaucoup de temps. Est-ce qu'on va avoir envie de faire l'investissement? Ça va la question de dire, c'est quel est le choix qu'on veut faire? En tout cas, il va devoir être fait urgemment parce que si la Commission européenne commence aujourd'hui, les autres sociétés ont peut-être commencé hier. C'est clair. Et quand on voit le prix d'un mètre carré à gérer, à posséder, avec
un resto d'entreprise, toute une série de choses, ça coûte cher. Tout à fait, oui. Il y a vraiment beaucoup d'implications, il y a beaucoup de choses qui vont découler, forcément, hein, c'est l'effet papillon. Et on vient de voir, selon le point de vue sur lequel on se situe, forcément les intérêts ne sont pas forcément les mêmes. Alors je vois qu'on nous a fait des grands signes parce qu'on a presque dépassé le timing. Si on pouvait encore, si chacun voulait encore résumer, est-ce que c'est résumable d'ailleurs en une phrase, la mobilité idéale du futur pour vous, ce serait quoi ? Elle va être enivrante, différente, pleine de couleurs, je crois, et puis je pense qu'on doit rester très positif. Moi, je pense que la mobilité, elle va être... si je dois la résumer en une phrase, je dirais qu'elle sera verte, elle sera flexible, elle sera multimodale, mais surtout, elle ne sera pas unique. Parce qu'il ne faut pas essayer de faire rentrer tout le monde dans les mêmes modes de transport, ça ne marche pas. Moi, je dirais, on ferait le déplacement le plus possible pour le plaisir et pas parce qu'il faut. On peut choisir. Et dernière chose que j'ai entendue de vous, ça ne viendra pas de moi, c'est que finalement, la meilleure des mobilités, c'est celle qu'on ne crée pas, finalement. Commençons peut-être par ça. Oui, mais elle a des conséquences. Il ne faut pas oublier que pas bouger veut dire que tu as des interactions sociales, etc. Pour moi, bouger, c'est pour ça que je parle beaucoup de titres mobilité, parce qu'il y a les titres restaurants, et pour moi, bouger et se nourrir, c'est deux droits, et c'est deux choses dont les humains ont besoin, fondamentalement. Donc on peut pas partir on peut pas espérer que les gens ne bougent plus. Ça n'existera pas, du moins, je l'espère vraiment. Okay. Espérons que tout ne sera pas dématérialisé. Bien, tout grand merci à tous. À toutes et tous, on voit qu'il y a encore pas mal de sujets. On a effectivement très très peu abordé l'énergie, qu'elle soit électrique, qu'elle soit hydrogène, qu'elle soit LNG, CNG, éthanol. Il y a encore beaucoup de choses à dire pour voir quel moteur on va mettre dans cette mobilité. Un immense merci à tous, à BXFM, à Bessie pour votre accueil, Sabrina, Geert, Mathieu, et à très bientôt. Et entre-temps, bonne route. Merci Damien. Merci Damien.